Hop là, Boker Tov, les Koulam. On revient dans notre étude du livre de Oroth de Maran Harav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, et nous sommes toujours dans la deuxième partie du livre Oroth qui s'appelle Amilchama. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer la question de l'importance de prendre part à la vie politique ou pas. Et quand on parle de guerre, évidemment, vous comprenez bien que la guerre, c'est la politique. C'est-à-dire qui peut faire la guerre? Uniquement l'entité qui a l'autorité du peuple. C'est-à-dire que toi et moi, on se dispute, c'est pas une guerre. La guerre, c'est une chose trop importante pour la laisser aux militaires. C'est très vrai. C'est très vrai. Donc, est-ce que c'est un idéal de faire partie, j'allais dire, de la vie politique ou pas? C'est vrai et à l'intérieur du peuple juif et aussi à l'international. Encore une fois, tout ça, ça prend comme base, je veux dire, si les choses sont évidentes, pourquoi est-ce que le Rav Kook est obligé d'en parler? Ben, simplement parce que pendant 2000 ans, c'était pas du tout une évidence. On n'était pas là. Sur le plan politique, il n'y avait personne. Et donc, le Rav Kook va essayer de nous expliquer qui, que, quoi, pourquoi. Azavnu et a politika העולמית. מתי עזבנו את הפוליטיקה העולמית? Donc toi tu dis Khurban Habayit. Non, un peu après. Un peu après, alors on peut effectivement, on peut, jusqu'à l'époque de Bar Korva, Oui. on a tenté une véritable grosse révolte politique. Oui. Mais on va dire que voilà, effectivement, même si on va voir des nécoudotes ici et là, hein, des soubresauts, merci, ici et là, on va dire, jusqu'au, allez, 10e siècle, des petits trucs, des fois tu entends parler d'un juif qui a fait quelque chose, mais de manière générale, effectivement, après le 2e siècle, après la défaite de la guerre de Bar Korva, c'est terminé. La dimension politique du Ham Israël n'est plus là. Elle n'est plus là jusqu'à quand? Bah, jusqu'au 19e siècle. On commence à retrouver une dimension politique. D'accord? Maintenant, nous dit le Rav Kook, Azavnu et politika העולמית, mi-ones. Mazé mi-ones. Des forces majeures. On n'a pas voulu. C'est pas nous qui avons décidé de partir, c'est les Romains qui sont venus, qui nous ont exilés, qui nous ont massacrés. C'est-à-dire que nous, on aurait voulu avoir une place en tant que peuple. Les Romains ne nous ont pas laissés. Donc, Azavnu et politika העולמית, mi-ones. Mais regardez ce que dit le Rav Kook. Sheyesh bo ratson penimi. C'est vrai, c'est pas de notre faute. Ah, quelque part, c'est ce qu'on voulait. Ah, c'est caché méode. Quoi, Béhémet, on voulait quitter la scène internationale, la scène politique. On n'était pas apte. C'est-à-dire qu'on n'était pas apte. On n'était pas apte à tenir le peuple au niveau politique. On avait perdu notre. Ah, si tu parles au niveau. Cette ardoute. Ah, on avait perdu la hardoute, tu dis. Et il faut une hardoute pour. Il faut. C'est une base, normalement, il faut. Donc toi, tu dis volontairement, on ne voulait plus prendre part à la vie internationale. On voulait plus, on pouvait plus. Ah, c'est pas pareil. Oui, on pouvait plus. Ah, c'est ce que le Rav Kook dit. Il te dit Azavnu et politika העולמית, mais honnête. Aval, sache, c'est vrai, c'est pas nous, c'est les Romains qui nous ont mis dehors. Mais sache que quelque part, il y avait Ratson Penimi là-dedans. Parce qu'à Jérusalem, ils ne voulaient plus combattre les Romains. Une partie, et c'est pour ça qu'on aura brûlé les Marsanim avec tout que ce soit le blé, les légumes et tout ça. Et c'est là où il y a eu la révolte. Ils ont commencé même à manger le cadavre de leurs enfants. Non, mais attention. Et après, ils voulaient, parce qu'il y avait une bonne partie qui ne voulait plus faire la guerre. Attends, viens, on met les choses dans l'ordre. Ouais. Tu fais référence à un événement tragique, bien sûr, mais cet événement ne se passe pas au début de la guerre.
Je t'explique. Lorsque la révolte est lancée contre les Romains, il y a des gens qui prennent part et des gens qui ne prennent pas part, mais dans un premier temps, on ne ressent pas le besoin de pousser les gens à la révolte. Pourquoi? Parce que de manière générale, dans le peuple, les gens suivent la révolte. C'est lorsque les greniers, lorsque les Romains vont arriver à Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils ont presque gagné déjà, que là, les Canaïm vont brûler les réserves de nourriture des entrepôts de Jérusalem. Parce qu'ils ne voulaient pas combattre. Parce qu'à Jérusalem, on ne voulait plus combattre. Voilà. Mais pourquoi on ne voulait plus combattre à Jérusalem? Parce qu'à partir du moment où l'armée romaine, elle était déjà en train de faire le siège de Jérusalem, c'était un peu tard. C'est au niveau réel politique, ça devenait compliqué. Et pourquoi ils ne voulaient pas se battre? Parce qu'ils pensaient que tenir le siège, c'était stratégiquement plus intelligent que de se battre contre les Romains. Parce qu'il y avait suffisamment de nourriture à Jérusalem pour tenir des années. Alors qu'eux, ils n'auraient jamais pu tenir un siège des années. C'est-à-dire? Mais, si tu veux, hein, ça, c'est pas qu'on a voulu partir. C'est qu'on a voulu tenir contre les Romains. C'est macho acher. Là, on te dit, non, on a voulu, quelque part profondément, on est bien content que les Goïms nous aient enlevé la possibilité d'être présents sur la scène politique. Parce qu'on est fait plus Est-ce qu'on peut ajouter peut-être une remarque, une sorte de distanciation La galoute a été un moment, je pense que tout le monde le reconnaît, c'est un moment plus gelé, qui a permis peut-être de former le peuple, puisque Pharaon le distingue comme ça. Et qu'au niveau politique, les Yéhoudim ont peut-être eu une approche différente de la politique. Okay. Savoir Yosef, je sais pas, en Égypte, d'Israéli en Angleterre, Menès France en France, non m'échappe, mais bon, Abravanel en Espagne, etc., etc. Donc ils ont, dans une certaine mesure, été en contact. Tu fais référence à des individualités. C'est-à-dire qu'on a eu, dans toute l'histoire juive, des individus qui avaient des postes politiques. C'est Nahon. Mais ce ne sont que des individus qui ont eu des postes politiques chez les Goïms. Il n'y avait pas une autonomie politique juive. Oui, non, parce que ce sont des aides démocratiques. Où chaque non, c'était pas démocratique à l'époque. Je sais pas, un décret Crémieux, par exemple, qui a permis aux Juifs... si tu te rappelles ce que j'ai dit, le décret Crémieux, c'est quand? 42. C'est-à-dire qu'on est avant... On est avant... Avant la Shoah. Oui. D'accord. J'ai dit tout à l'heure qu'on a quitté la politique depuis le 2e siècle jusqu'au 19e. Donc le décret Crémieux, on est en train de revenir sur la scène politique. Même si là encore, il ne s'agit pas, le décret Crémieux va donner la citoyenneté aux Juifs d'Afrique du Nord, mais il ne s'agit pas là de dire que les Juifs maintenant sont les patrons de la France. Et même si tu me dis que Léon Blum, qui est devenu le chef de la France, 1936, le Front populaire, ce n'est pas Am Israël qui dirige la France. Il se trouve qu'il y a un juif qui a été élu. C'est pas pareil. En tant que juif, c'est pour ça que je suis très content que finalement Trotsky ait été battu. Parce qu'il aurait été un pourri autant que Staline. Seulement, tout le monde aurait dit que c'est parce qu'il était juif. Donc c'est bien qu'il ait été battu. Quoi qu'il en soit, donc c'est pas ça. Ça, ce sont des individualités qui, parce qu'ils avaient beaucoup de talent, beaucoup de mérite, machin, ils ont réussi à gravir les échelons des endroits où ils étaient. C'est-à-dire, mais c'est pas l'État. Quand tu me parles de Don Yosef Nassi, c'était le duc de Naxos et c'était le premier ministre de l'Empire ottoman. C'est machou. Oui, Nahon, mais c'est pas le peuple. Alors il a fait énormément de bien pour le peuple juif. Mais c'est pas Am Israël qui a retrouvé sa place. Ça a été qui le plus grand homme politique de l'exil pour le peuple juif? Pendant l'exil, la personnalité qui a été la plus grande personnalité politique. Non, pendant l'exil. Qui était un des hommes les plus riches du royaume, qui était chef d'état-major, qui était grand vizir. Non, Abraham, il n'était que ministre des Finances. Mordechai, ouais, ça peut le faire, mais sauf que Mordechai, c'est justement
l'époque où on sort de l'exil. D'accord? Ah, On sort de l'exil de Babylone. C'était dans quelles années? C'était dans les années 1100. 1100. 1100. Moyen-Âge, juste après le Moyen-Âge, ça? Au milieu du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge. Et on sort de Moshe. l'exil? Non, on est en plein dans l'exil. Ah, on est en plein avec Mordechai. Non, j'ai dit, non, Mordechai, on sort de l'exil de Babylone. Ah, de Babylone. Le plus important, Oui, Rachid. mais Rachid n'était pas un homme politique. Non, même pas, c'est pas un politique. J'ai dit quel était le plus grand homme politique du peuple juif pendant l'exil. Je sais pas, Kuzari, je sais pas. Oui, pas politique. Herzl. Non, mais c'est récent, ça. C'est récent. Rambam n'était pas Mais politique. non, politique. C'est pas un homme politique. C'est vrai que c'était le médecin personnel de Salah ad-Din, de Saladin. Il n'était pas au gouvernement. C'était le médecin du sultan. Bon, c'est sûr qu'il était certainement au courant de pas mal de choses, mais c'était pas officiellement un homme politique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc très intéressant, c'est qu'une fois que Saladin Aken לא אמרנו 4? לא אמרנו 4? אני חושב שאז אמרנו 4 כדי שיהיה מ-5 עד 5:30 מנחה. אני לא... אין לי בעיה, כן? לא, לא, לי זה בסדר. בסדר גמור. 4:30? 4:30, c'est ce qui est marqué. Torah שבכתב, Torah שבעל פה. Non? Donc, il y a un truc quand même très intéressant, c'est qu'une fois que Salah ad-Din il a réussi à conquérir la terre d'Israël de la main des croisés, merci, en l'an 1300. 1187, Salah ad-Din va battre les croisés en 1187 dans le fameux combat de Karné Chittim, Krav Karné Chittim. Karné Chittim, bien connu, c'est une région bien connue de la terre d'Israël qui se trouve, bien sûr, dans le nord, effectivement. Dans le nord. Oui, dans le nord, pas très loin de la montagne du Arbel et donc de Tibériade, pas très loin non plus, juste à côté de la tombe de ce que appellent les Druzes Nabi Shoaib, ou alors en hébreu Yitro. D'après les Druzes, c'est là-bas qu'il y a la tombe de Yitro. C'est-à-dire, en tout cas, là-bas, il y a eu la victoire de Salah ad-Din. Incroyable, mais juste après la victoire de Saladin, il y a une annonce officielle que Saladin permet aux Juifs de revenir en Israël et à Jérusalem. Peut-être que le fait que son médecin personnel était le Rambam a joué dans la décision. On n'en sait rien, mais peut-être. Bon, en tout cas, ça ne fait pas du Rambam un homme politique. Rabotai, le plus grand homme... politique, la Kaena. Quoi? Une femme politique, la Kaena. Au Maghreb. Tu sais, Kaena, c'est une femme, on dit juive, Ok. qui s'est soulevée contre... Reine. Une reine. Hein? C'est une reine. Oui, Kaena. Ok. Et donc, qui s'est révoltée contre les hordes musulmanes qui venaient Ouais, quelle année? d'Arabie Saoudite. De quand on parle? Kaena. c'est quand? Kaena, c'est quelle époque? Kaena, je sais pas, à quelle époque c'était? Docteur Google. 1400, 1500, je sais pas. Ah ouais? Connaissez pas. Alors, sans vouloir porter atteinte à l'honneur de la Kaena, je pense que ça n'arrive pas aux chevilles de Rabbi Shmuel An-Nagid. Tu vois? C'est celui-là, mais un autre. Tu nous l'as inventé, celui-là. Tu nous l'as inventé. Est-ce qu'il avait un autre nom? Non. Des fois, on l'appelle pas Rabbi, on l'appelle juste Shmuel An-Nagid. An-Nagid. Moi, je l'appelle Rabbi Shmuel An-Nagid. Ah, Rabotai, demandez au Rav Google, je vous en prie. Rabbi Shmuel An-Nagid, non seulement c'est-à-dire de sa génération, c'est le plus grand maître de la Torah de sa génération. En plus de ça, je vous ai dit, il est le chef des armées de tout l'Empire arabe. C'est-à-dire, et il est également grand vizir.
Ok? C'est pas mal. Et de quelle origine? 1050, 1100. Quelle origine? De quel pays? D'Espagne. D'Espagne. Espagne, non? Espagne, Espagne. Alors, Hein? c'est chez nous. Oui. Bah, il a le droit d'être d'Espagne. D'Espagne, d'Afrique du Nord, enfin ils sont un peu partout hein, à ce moment-là. C'est-à-dire. Ça va? Tu demandes au Rav Google? Ouais. Ouais, et il a dit la même chose? Je demande. Il est d'accord? Oh, c'est écrit en arabe. Ah bah voilà, forcément. Non. Mais si tu mettais le français, ils ont compris. Abu Asrak Asmaali Ben Anarlia. De 993 à 1056. Tu vois. Nous Il est Rishoné à Revenu Rishonim. Maïtrou, pourquoi tu dis que les. Au Marchoré à Pourquoi je le dis? Bah parce qu'ils le disent. Meshucharim. Historiquement, c'est pas reconnu. Ah! On a, au niveau de la Massorette Israël, on n'a pas vraiment une Massorette claire que Yitro il a enterré là. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est pas impossible, mais au Sheken, au Shelo, quoi. Chez eux, Yitro a une place très très importante. Chez Chez les Druzes. Chez les Druzes. Qui? Yitro. Bekitsour, donc tout ça pour dire que Azavnu est un politica Il y Olam. en a qui disent même notre Ah oui, c'est ce que tu as dit. Il était. C'est pas bien comme nom? Non, non, peut-être comme tout le monde était. Quoi? Il était Sar à Otsa et ensuite Sar à Tzava. Ou Bessi à carrière. De tout l'Empire arabe. Shimesh, comme tu as dit, qui est vizir à Gadol. C'est bien, je suis très heureux de savoir que Je confirme je ne que dis tu pas as de dit bêtises. que Ça fait Joël plaisir. est d'accord avec toi. Ça fait plaisir. Malcolm Ravetal, fils d'Ondi, d'ailleurs. Évidemment, mais évidemment. Il est né en 993 et il est décédé en 1056 à l'âge de 63 ans. Là, tu vois, j'ai dit 1050. Non, c'est pas mal. Il n'a pas été assassiné alors. Non, Il connaît son histoire, notre. mais ça, non, mais, non, mais au-delà de ça, d'abord, j'ai une BD sur lui pour les enfants. D'abord. Mais au-delà de ça, en 2 volumes. Mais j'avoue que les dessins sont assez vieux. C'est-à-dire, c'est pas. Les enfants, ils ont du mal avec ce genre de BD-là. Maintenant, Chutz Mizeh, c'est Khashouv. De savoir qui était de Léola. Il était le grand général de l'armée. Oui. Quelle armée? Bah, de l'Empire arabe. Ça a l'air? Non, c'est bon. C'est l'époque des conquêtes arabes extraordinaires. Voilà. 10e siècle, 11e siècle. C'est bon? Bon, en tout cas, tout ça pour dire que quand on est parti en exil, on a eu des individus qui avaient des places politiques, mais en tant que peuple, on n'était plus là. Et donc, nous dit le Rav Kook, Azavnu et politika olamit, mi ones, aval sheyesh la ratson penimi. Quand est-ce qu'on voit ça? Par exemple, 40 ans avant la destruction du temple. Nous avons pris une décision. Premier ou deuxième? Deuxième. Nous avons pris une décision extrêmement révélatrice. Ah, le Sanhedrin Qui quoi? qui part. Et il va où? Sifat ou bien. Non! Ah, Yavne. Non! Mais non, et après, c'est pas. T'avais bien commencé. Effectivement, 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhedrin sort de l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire sort de sa salle de Sanhedrin au Beth Amikdash, et va s'installer Bachanouyot, dans les magasins. Les magasins, c'est-à-dire en contrebas du Beth Amikdash, dans ce qu'on appelait à l'époque Wall Street, la rue du mur, en pas du côté. Ça, il y avait là-bas des Chanouyot. Et bien le Sanhedrin va s'installer là-bas. Ok? Aujourd'hui, le village rate. C'est pourquoi? Non! Aujourd'hui, c'est quand tu vas te balader au Merkaz Davidson. Dans les fouilles du sud, il y a des Chanouyot. C'est là-bas. Hein? Pourquoi ils vont s'installer là-bas? Eh bien, parce qu'ils prennent une décision. D'après la halakha, qu'est-ce que ça change? Hein? 40 ans avant. Donc dans les années plus ou moins 30. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, au niveau de la halakha, qu'est-ce que ça change? Que le Sanhedrin soit au Lishkat Agazit ou qu'il soit 150 mètres plus loin? Eh bien, ça change que, halachiquement parlant, on n'a plus le droit de la doune d'inné nefashot. On n'a plus le droit de... Enfin, le Sanhedrin n'a plus le droit de juger des cas de vie ou de mort. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus bamakom
dans le Makom où Akadosh Baruch Hu, il fait résider sa présence, donc on a pu l'autorité de décider de prendre la vie de quelqu'un. Maintenant, pourquoi ils font ça? Il dit Kinitrabu aposhim kolkar, que si on avait dû juger les cas de vie ou de mort, on aurait dû tuer tous les jours. Ah ouais, d'accord. Donc, on ne veut plus être capable de pouvoir le faire. D'un autre côté, c'est comment dire, c'est un piège. C'est laisser le mal gagner. Ben non, parce que tu sais qui c'est qui va s'occuper de les tuer? Les Romains. C'est-à-dire, les Romains, ils sont là. Donc c'est les Romains qui vont faire ça, ils adorent faire ça. C'est-à-dire? Donc ça veut dire qu'ils te disent, on n'est plus en capacité de, la société est pourrie, donc, eh ben voilà, on sort de ça, on sort du Misrach. Ok, donc, azavnu et politika olamit, miones, aval sheyesh bo ratzon penimi. Ad matai? Ad asher tavo et meushara. Jusqu'à ce qu'arrive un temps bienheureux. Sheye efshar lenael mamlacha belo rish'a ou barbariot. Jusqu'à ce que vienne un temps où on puisse diriger une nation sans le mal et la barbarie. Comprenez bien qu'à l'époque des Romains, où donc on est parti de la scène publique, internationale et politique, tu ne pouvais pas être un homme politique bien. Ça marchait pas. Pourquoi? Parce que la société de l'époque, elle était d'une barbarie absolument incroyable. Ça se massacre partout, ça coup d'État partout, ça corrompt partout. C'est comme ça, c'est la société de l'époque. C'est le monde qu'a légué le monde romain. Je veux dire, quand tu vois comment est né l'Empire romain, qui va façonner l'idéologie occidentale, et finalement, c'est l'Empire romain qui va façonner toute l'idéologie occidentale. Eh bien oui, mais quand tu regardes... Tu veux dire qu'il a façonné aussi le christianisme? Évidemment. Évidemment. Le christianisme, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention, mais quand j'ai dit que 40 ans avant la destruction du temple, on est sorti de l'Ishkat HaGazit, tu as compris que c'est...